Bonjour. Cette semaine, il souffle un avis de tempête sur la réforme des retraites. Vous avez certainement observé que l'Assemblée nationale discute depuis maintenant quelques jours du projet de loi gouvernemental sur cette réforme et que cette discussion se déroule dans un climat extrêmement tendu, pour ne pas dire tout à fait délétère, et qui permet de prévoir que l'examen du texte n'ira pas jusqu'à son terme, si bien qu'à la fin du compte, le gouvernement se verrait dans la quasi-obligation d'utiliser le fameux article 49.3, c'est-à-dire de couper court aux discussions et de solliciter la confiance de sa majorité, ce qu'il obtiendra bien entendu. Bien sûr, ce texte est un texte qui, comme tous les projets de loi importants, fait l'objet de tentatives d'obstruction, on peut utiliser ce terme sans exagérer, de la part d'une opposition qui est remontée comme un coucou suisse. Si vous allez sur le site de l'Assemblée pour regarder un peu la manière dont se déroulent les débats, vous verrez que le groupe communiste, le groupe de la France Insoumise et même le groupe socialiste à son tour utilisent à peu près tous les moyens pour faire en sorte que l'examen du texte prenne du temps. Il y a à cette méthode ou cette manière de faire plusieurs raisons dont le gouvernement et la majorité ne peuvent pas être complètement écartés et à quoi ils ne sont pas complètement étrangers. Ce qui est un des premiers motifs de discorde sur ce texte, c'est le caractère universel de la réforme. C'est d'ailleurs le titre. Et vous devez savoir que, entre d'un côté ce que dit le gouvernement, qui nous vend un régime de retraite universel, plus équitable, plus juste, qui serait meilleur pour un certain nombre de catégories personnelles, meilleur pour les femmes, meilleur pour les mères de famille, meilleur pour tout un tas de professions, eh bien, le titre lui-même dit que cette réforme est une réforme universelle. Mais le Conseil d'État déclare que pour qu'une réforme des retraites soit universelle, il faut trois caractéristiques. Il faut que la population soit unique, que le mode de calcul soit unique et que la caisse soit unique. Et aucun de ces trois éléments ne figure dans le projet de loi. Si bien que, dès le démarrage de la discussion, l'opposition a accusé la majorité de mensonge, ou en tout cas de tenir un discours qui n'est pas conforme au contenu de ce projet de loi et à la réalité. Et sur ce point, on ne peut pas donner tort à l'opposition. Si bien que la première conclusion que je retire de ces premiers jours de débat à l'Assemblée nationale, c'est la suivante. Vous ne pouvez pas engager une réforme très importante, attendue par les Français sans doute, en tout cas espérée par un certain nombre d'entre eux, dans un contexte de camouflage, d'amateurisme et de mensonges qui caractérisent depuis le début cette réforme des retraites. Et il est normal, dans cette situation, que l'opposition tarabuste la majorité et le gouvernement pour établir de manière objective que, effectivement, le titre est mensonger. Et puis, il y a d'autres éléments de cette réforme des retraites qui mériteraient un débat, mais au total, le climat général, c'est ma deuxième conclusion de cette discussion, montre bien que nous sommes dans une relation désormais de défiance quasiment institutionnelle, qui fait que le rapporteur de la loi et le ministre au banc à l'Assemblée peuvent bien s'époumoner, peuvent bien apporter tous les éléments de réponse. Au fond, on ne les croit pas, et on ne les croit plus. Et c'est plus grave que tout le reste. Quand un gouvernement prend des décisions qui ne sont pas très bonnes ou pas très favorables ou pas très populaires, après tout, ça n'est pas la première fois dans l'histoire que cela se produirait, mais tant qu'on garde confiance dans la parole gouvernementale, rien d'une certaine manière n'est détruit. Lorsque le lien de confiance qui devrait unir les institutions entre elles, le Parlement et le gouvernement, et le peuple à nos institutions, quand ce lien de confiance est détruit, alors là, on se demande s'il est encore possible de faire société, comme dirait la gauche intellectuelle. Eh bien, je prétends que c'est ça qui est le plus grave au fond. Ce mensonge provoque une défiance qui est devenue la marque de notre société moderne et qui explique d'ailleurs la violence qui s'installe petit à petit. Que faudrait-il pour rétablir cette confiance? Oh, simplement un peu d'humilité, un peu de sens de la vérité et un peu de dialogue, un peu de considération des interlocuteurs de la part d'un pouvoir exécutif de plus en plus isolé et qui bafouera l'autorité du Parlement s'il recourt au 49.3 comme c'est probable. D'une certaine manière, le Parlement, qui est notre représentant, qui est le représentant par excellence de la souveraineté du peuple, sera mis de côté cette fois-ci, non pas seulement parce qu'il y aurait dans la majorité une opposition trop importante, mais tout simplement parce que le gouvernement et la majorité sont incapables d'installer les conditions normales d'un débat public sur un sujet important. Donc c'est tout cela qu'il faut probablement changer, modifier en profondeur. Les élections municipales sont une première étape vers ce changement et j'espère que vous aurez à cœur de désigner localement des acteurs qui, eux, sont attentifs à la vérité, à la sincérité, au sens du service, à la considération de tous les acteurs pour que vos communes respectives aillent mieux. Bonne campagne à tous et à vendredi prochain.